Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur la seconde 3. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations puissantes. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici risque de vraiment vous étonner. Je vais vous raconter des histoires hors du commun, des histoires mystiques. Vraiment, c'est grave. Parmi ces histoires, il y a une histoire qui m'a choqué. Je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'il y avait une personne qui se faisait appeler du nom de Satan. Et à cause de cela, le diable lui a rendu une visite. Hein? Et cette personne était étonnée de voir le diable en personne. Hein? Sérieux? Et oui, nous allons entendre toutes ces histoires-là ici, dans cette vidéo. Donc, soyez prêts. Prenez votre popcorn et asseyez-vous bien. Maintenant, commençons par la première histoire. Vous risquez d'être surpris parce que nous allons entendre. Et un peu plus grande, bon, j'ai eu écho de cette histoire qui m'a été racontée par mon aîné lui-même. Alors, nous vivions en Côte d'Ivoire, dans un quartier réputé pour son ambiance et tout. Et mon frère adolescent avait un groupe d'amis de jeunes qui commençaient à connaître la vie, qui se rébellaient et autres. Et donc, il était difficile à la maison pour mes parents de pouvoir le canaliser et tout. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Et il avait même des jours où il disparaissait de la maison. Il revenait le lendemain, il revenait le surlendemain. Et bon, à un moment donné, ça devenait trop. Et donc, dans ce quartier, il a eu des amis comme lui. Et donc, ils ont formé un groupe d'amis de 4 personnes. Et ils avaient un chef d'équipe qui était plus âgé de 1 an qu'eux. Et donc, ils avaient l'habitude de faire des jeux de cartes. Il y a un jeu ici qu'on voyait à l'époque, que maintenant je ne vois plus. Un jeu de cartes qu'on appelait rouge, pair et noir gagne, un truc comme ça. C'est-à-dire, il y avait 3 cartes, 2 cartes de couleur rouge, une carte de couleur noire. Et il faisait une opération du genre, il y avait un gobelet sur la carte et le client devait choisir la bonne carte, qui est la carte noire. Quand tu as la carte noire, d'abord tu mises quelque chose et quand tu trouves la carte noire, tu as le double ou le triple de ce que tu as eu à miser. Et donc, à l'époque en Côte d'Ivoire, il y avait des foires commerciales qu'on faisait un peu partout pendant les vacances et autres. Et eux, ils profitaient de ces foires-là après, on va dire pendant les vacances pour pouvoir s'évader, faire ce qu'ils avaient à faire. Et ça prenait tellement d'ampleur qu'ils s'exportaient, c'est-à-dire qu'ils voyageaient, allaient dans des villes pour faire tout ça. Ils partaient une journée, après ils revenaient, tout ça. Et donc, ils ont eu l'idée, malheureusement, d'aller à Korogo. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire savent que Korogo se trouve au nord du pays et que c'est une ville vraiment réputée pour tout ce qu'il y a comme fétichisme, maraboutage et autres. Vraiment, c'est une ville réputée pour ça. Et donc, ils sont allés à Korogo. Ils sont arrivés, dès qu'ils arrivent à Korogo, ils s'installent à la gare de Korogo et commencent à faire le truc là. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'il y avait tellement de clients, il y avait certains qui gagnaient, il y avait certains qui perdaient et tout. Et donc, voilà, ça commençait à se savoir un peu partout. Donc, les gens venaient à la gare pour jouer tout ça. Et il y a un vieux, qui est quitté à son village, il est venu en ville pour faire des achats pour sa coopérative et tout. Et donc, il avait collecté l'argent avec sa coopérative. Il était venu en ville pour faire des achats, payer des machettes, des dabas, des trucs comme ça. Et quand il a vu que parmi les clients qui venaient, il y a d'autres qui gagnaient le double de l'argent qu'ils avaient mis, il s'est dit, mais pourquoi pas venir miser ce que j'ai pour en avoir plus? Et donc, ce vieux a misé l'argent qu'il avait. C'était une grosse somme à l'époque, d'après mon frère. Et donc, il a joué et il a perdu. Imaginez-vous une personne qui est venue avec 1 million, je dis n'importe quoi, qui vient, qui mise en espérant avoir 2 millions, ben, qui perd tout. Et cette personne-là est attendue au village parce qu'il est venu faire des achats pour la coopérative. Et donc le vieux apeuré demande pardon parce que je signale qu'ils avaient fait 2 groupes. Il y avait le groupe de mon frère, c'est-à-dire 2 par 2. Il y avait le groupe de mon frère, il était avec un ami. Et il y avait le chef de groupe aussi qui était avec un autre ami. Donc voilà. Et donc le vieux apeuré demande pardon. Il essaie de négocier avec le chef de groupe pour qu'il puisse remettre ne serait-ce que la moitié de l'argent, que voilà, il explique tout, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'argent, tout et tout, il est prêt à faire ça, à faire ça, à faire ça.
le chef de groupe refuse, c'est-à-dire l'ami à mon frère refuse catégoriquement de remettre l'argent au vieux. Le vieux a pleuré, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Le jeune dit niet, il ne remet pas l'argent au vieux. Et donc le vieux a pleuré, à cette époque il n'avait pas de portable, donc rapidement prend son vélo, va chercher ses enfants pour qu'ils viennent négocier entre jeunes pour voir si le jeune peut, si l'ami à mon frère peut plus ou moins lui remettre l'argent. L'ami de mon frère refuse. Et grave, et plus grave que ça, il frappe même les deux enfants du vieux. Parce qu'il était costaud à l'époque, il était costaud et tout. Et donc le vieux, tellement fatigué, a demandé pardon et apeuré et tout, a dit à l'ami au chef d'équipe du groupe à mon frère que tu ne veux pas me remettre l'argent, ok, mais tu vas voir. Et le vieux lui dit ça et le vieux part. Et donc eux ils ont fini et tout, bon, chacun était découragé, était un peu déçu du chef de groupe et donc ils étaient fâchés. Ils sont rentrés à l'hôtel, puisqu'ils devaient faire une journée revenue sur Abidjan le lendemain. Ils sont rentrés à l'hôtel et tout, chacun allait dans sa chambre et voilà. Et dans la soirée, ils sont venus voir, parce qu'ils voulaient sortir visiter la ville. Ils sont venus toquer à la porte de leur chef de groupe là, pour lui dire qu'il voudrait sortir, est-ce qu'il ne voudrait pas aller avec eux, tout ça. Et le chef de groupe qui était couvert de la tête aux pieds avec le drap, leur a dit non, qu'il est un peu froid, qu'il préfère dormir, il est fatigué, qu'ils vont se retrouver le lendemain. Et donc mon frère et ses autres amis, on va dire les deux autres, bon, ils partent et ils laissent le chef d'équipe à l'hôtel. Ils vont s'amuser, bon, ils rentrent, chacun dort. Et le lendemain, très tôt, ils devaient prendre le car pour rentrer sur Abidjan. Et donc tout le monde se réveille, mais ils constatent que le chef d'équipe n'est pas réveillé. Et donc ils vont toquer à sa porte et ne réagissant pas, ils entrent sans attendre voilà, son OK. Donc ils entrent. Et il voit que la position qu'il avait prise avant qu'il ne parte s'amuser à la veille, c'était cette même position-là, couverte de la tête et pieds et autres. Ils interpellent leur ami, on va dire Georges, ils interpellent Georges, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, on va rentrer sur Abidjan, tout ça. Georges ne répond pas. Et donc, affolés, ils vont tirer le drap du corps de Georges et ils constatent que Georges, qui avait à l'époque 17 ans, Georges s'est retrouvé à 80 ans. Avec les cheveux blanchis, amaigris, tout ça. Georges n'est plus ce jeune homme-là, Georges est devenu un vieux. Et donc affolé et tout, Georges qui n'arrive plus à articuler, qui n'arrive plus à marcher et tout. Et donc eux, affolés, ils prennent Georges de la chambre d'hôtel, ils essaient de le trimballer jusqu'à la gare, espérant prendre le car et rentrer rapidement sur Abidjan. Et donc arrivé à la gare, ils déposent Georges sur le banc, histoire d'aller chercher des tickets et revenir. Le temps qu'ils reviennent, Georges est décédé. Donc, en gros, en 24 heures, Georges qui avait 17 ans s'est retrouvé à 80. C'est-à-dire que sa vie, s'est écourtée là. C'est-à-dire qu'il a vécu toute sa vie en 24 heures. Et Georges est décédé. Ils sont rentrés à Abidjan sans Georges et c'est la famille de Georges qui allait le chercher à Kororo pour faire revenir son corps sur Abidjan. Voilà, tout ça. Et depuis lors, le groupe s'est cassé. Chacun est devenu droit. Mon frère qui est devenu responsable, il ne sortait plus, il était tout le temps à la maison. Et c'est lui-même qui a commencé à conseiller mes autres grandes sœurs, parce que moi j'étais très jeune. Voilà. Tout ça pour dire que dans la vie, l'argent ne fait pas tout. Voilà. Et il ne faut pas être guindé, orgueilleux dans la vie. Voilà. Un pépé comme ça qui te demande pardon pour une histoire d'argent quand même. En tant que jeune, on doit plus ou moins laisser tomber et remettre cet argent au vieux. Mais parce qu'il a pensé à ses muscles, il s'est dit que voilà, il avait le droit de prendre l'argent, il a perdu sa vie. Et donc le respect de l'ennemi là, c'est vraiment important. Voilà, c'est le conseil que je voulais donner. Merci. Waouh, vous avez entendu ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutons encore un autre témoignage. Bon, ça c'est une autre histoire qui a été vécue par un de mes oncles dans la ville de Kalemi. Je ne sais pas exactement Kalemi, c'est à quelle distance de Lubumbashi, mais c'est une ville qui se trouve à l'est du pays, dans ce qu'on appelle la région des Grands Lacs.
La région des Grands Lacs, c'est une région qui est partagée entre la RDC, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Alors, dans cette région-là, il y a un lac. Donc, cette ville-là est côtière au lac. Alors, il y avait un monsieur, un investisseur, un homme d'affaires qui avait acheté des bateaux en Europe. Comme c'est un lac qui est très, très poissonneux, c'est le lac Tanganyika. C'est un des lacs les plus poissonneux du monde. Le gars avait vu que c'est une opportunité pour lui. Il a acheté des bateaux de pêche en Europe qui devaient venir exploiter sur ce lac-là. Les bateaux sont arrivés en conteneur, tout neuf, tout était propre. Il a même fait venir des experts, des spécialistes de ces bateaux-là, les Italiens, qui sont venus pour monter les bateaux sur place au port à Calémie. Ils ont monté les bateaux. Ils ont essayé de démarrer. Les bateaux ne démarraient pas. Aucun des bateaux ne démarrait. Donc, genre, le truc est foutu. Les mécaniciens européens ont redémonté les moteurs, nettoyé toutes les soupapes, tous les boulons, tout ce qu'il fallait faire. Ils ont remonté tout. Ils ont essayé de démarrer. Ça ne marchait toujours pas. Ils ont même appelé peut-être les mécaniciens de la cité pour dire, venez un peu, peut-être que vous avez une idée sur ça. Alors, il y avait un vieux mécanicien qui arrive, un local, donc un Congolais, qui arrive et qui leur dit, « Ah, mais vos moteurs ici sont tout neufs, pourquoi est-ce qu'ils ne démarrent pas? » « Non, mais on a tout essayé, voilà, du rythme, ceci, machin, pompe, tout va bien, mais le bateau ne démarre pas. » Alors, le vieux là, le mécanicien leur dit, « Est-ce que quand vous avez fini de monter vos bateaux et que vous avez décidé de les mettre à l'eau, est-ce que vous avez prévenu les chefs coutumiers d'ici que vous aviez des bateaux que vous vouliez exploiter sur leur lac? » Les gars, ils disent non, nous on est des hommes d'affaires. Même le propriétaire des bateaux dit non, j'ai pas fait ça. Alors que le propriétaire des bateaux était un Congolais. Il dit non, moi j'ai pas fait ça, j'ai acheté mes bateaux et je vais les exploiter. Le monsieur lui dit non, ici ça se passe pas comme ça. Ici, les propriétaires de l'eau et de la terre sont les chefs coutumiers. Donc vous devez d'abord aller leur poser la question et avoir leur autorisation avant de revenir exploiter vos bateaux. Je me dis bon, si ça peut aider, il n'y a pas de souci. Et étrangement, quand ils vont voir les chefs coutumiers disent « Ah, ok, c'est pour ça. Donc, vous emmenez... » Ils ont demandé des trucs vraiment banals. Hein. Donc, vous emmenez 2 poules, quelques herbes, un bidon d'huile de palme, et puis ça va aller. Les chefs coutumiers ont fait leur cérémonie. Et à l'instant où les chefs coutumiers finissent la cérémonie, il dit au propriétaire des bateaux « Vous pouvez monter et démarrer vos bateaux. » Ils sont montés, ils ont démarré. Les bateaux ont démarré au quart de tour pratiquement. Donc, à peine on tournait la clé, donc le bateau démarrait. Et là, on a compris que la terre et l'eau appartiennent en premier aux locaux avant d'appartenir à qui que ce soit. Même à l'État. Ouais, ça... Hein? Ça, c'est une histoire, hein? C'est un truc de ouf. Écoutez encore une autre histoire intéressante. Alors... L'autre histoire que je vais vous raconter, c'est ça s'est passé toujours ici à Lubumbashi, mais c'est quand même une histoire qui est relativement longue. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons que je vais appeler Jean et Joseph. Donc, on va passer à la prochaine histoire de... Ah, c'est arrêté. Bonjour DMG. L'histoire que je vais vous raconter, c'est la mienne. Elle m'est arrivée il y a plus de 15 ans, hein, pas moins de 15 ans, plus de 15 ans. Je ne sais pas si je peux faire moins de 10 minutes parce qu'elle est assez longue. Je vais essayer de faire moins de 10 minutes. Et je vous suis sur YouTube et sur des hommes riches pour changer leur vie et tout, qui font des choses pour changer leur vie. Je tiens à souligner, ici sans prétention aucune, que moi, mes parents sont financièrement stables. Mon père, à l'époque, mon père était directeur financier d'une grande entreprise. Moi, je suis à Libreville, au Gabon. Et ma mère, c'est une grande commerçante. Et j'habitais avant, maintenant je vis avec mes parents, dans un quartier causé de la capitale, pas loin de la mer. Et un jour, en rentrant du lycée, j'étais avec ma meilleure amie. Devant mon portail, on voit un monsieur qui nous voit, on entrait déjà, il nous voit et dit, mademoiselle, pardon. On dit oui, il dit, mais il y a longtemps que je veux
connaître les habitants de cette maison. On ne voit jamais personne dehors et tout. Parce que je trouve la maison jolie, elle est belle. Notre maison, elle était au milieu des grandes maisons. Et c'était la plus petite maison. Mais il y avait des fleurs partout. Vraiment comme la petite maison dans la prairie. Il dit, votre maison, elle est très belle, c'est un joli plan. Quand chaque fois que je passe là, je vois, il y a des fleurs, c'est beau et tout. Moi, je veux toujours voir les gens qui habitent là, le monsieur, pour dire que vraiment, elle est une belle maison. Je dis, c'est nous. Il dit, d'accord, ah, bon, vous sortez du lycée, il fait chaud, est-ce que je peux vous inviter, prendre quelque chose? On a dit, non, on est fatigué, on ne veut pas. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et voilà combien il nous tend sa carte. Il nous dit, bon, quand vous avez le temps, vous m'appelez et tout. On dit, d'accord. Bon, après, c'est passé, on n'a même pas parlé de ça. Peut-être une semaine est passée, je revois le monsieur à la ruelle chez nous. Je revois le monsieur, il me dit, ah mais mademoiselle, je vous ai donné ma carte pour m'appeler. Ah, je me suis sentie un peu gênée et tout. Il dit, ah mais je vous ai demandé de m'appeler, vous n'avez pas appelé. Je dis, ah pardon, j'avais oublié, j'avais beaucoup de choses à faire. Il me dit, d'accord, c'est pas grave. Il me tend 50 000, il me dit, mais bon, vous mettez le crédit et vous m'appelez si on peut se voir quand vous voulez. J'ai dit, d'accord, ah j'ai eu 50 000, j'ai dit, oh, donne 50 000 pour mettre le crédit. J'ai dit d'accord, bon après ça ne m'a pas fait plus que ça. Après je me dis, ah mais il m'a quand même donné des sous pour l'appeler et tout. Je l'ai appelé. Quand je l'appelle, il me dit, voilà, je suis pas là, mais quand je rentre, on va se voir et tout. J'ai dit d'accord. Et puis un jour, il m'appelle, on se voit, on commence à parler. Il me dit, je lui dis non, clairement que moi j'ai quelqu'un, j'avais mon chéri du lycée et tout. Il me dit, non, c'est pas grave, je te trouve belle, si tu pouvais savoir que ta beauté et tout, machin. Je dis d'accord, je me suis sentie flattée. Après, quand on rentre, il vient me déposer, il me remet une enveloppe. Beaucoup d'argent. Je lui dis, oh. Je lui demande, mais pourquoi vous me donnez autant d'argent? Je lui ai demandé, que pourquoi vous me donnez autant d'argent? Il me dit, non, tu es belle. Si tu pouvais savoir comment tu es belle, ça ne vaut même pas ta beauté et tout. Je dis, d'accord. Ah, mais moi, j'ai pris l'argent, je n'ai pas refusé. Je suis descendue, on a commencé à se parler tranquille. Hein. Il me disait que, mais moi, je ne veux pas empiéter sur ta relation. Moi, je veux juste te prouver que tu es belle et que tu vaux beaucoup plus, que machin et tout. Je dis, d'accord, on se parlait tranquille. Quand on se voit, il me donne beaucoup d'argent. Et il me disait toujours ça, que tu es belle, ta beauté vaut plus et tout. Bon. Un jour, moi, j'étais chez mon chéri. Il m'appelle. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Bon, moi, je ne savais pas qu'il était là. Je dis, je suis à la maison. Il me dit, bon, sors là, je t'ai apporté des viennoiseries et tout, des petites choses. Sors, tu viens chercher. Puis moi, je repars. Je dis, non, je ne peux pas sortir. Je suis en pleine réunion de famille. Il dit, mais non, tu fais de chercher quelque chose peut-être dehors ou bien à la boutique. Tu viens seulement une seconde, je te remets ce que j'ai à te remettre et puis moi, je pars. Je dis, non, je ne peux pas, désolé. Alors que je n'étais pas à la maison. Il s'est senti un peu, j'ai senti qu'il était un peu fâché, mais bon, après, il est parti. Bon, moi, j'ai laissé, parce que moi, j'étais avec mon chéri. Quand je rentre, je lui fais un message. Je lui dis que, oh, mais je suis là, désolée pour tout à l'heure, machin, je ne pouvais pas. Mon père, on a eu un petit problème de famille, là. Il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Et c'est passé que c'est fini comme ça, comme je vous dis. 15 ans après, peut-être plus, il y a eu un fait divers dans le pays, les Gabonais savent. C'est le monsieur, le protagoniste du fait divers. Vraiment, on parlait de lui partout, d'une histoire. Vraiment, on parlait de lui partout. J'ai dit, oh, ma copine qui est à l'extérieur du pays, elle m'appelle. Elle me dit, mais ce n'est pas le monsieur là qu'on avait vu quand on était au lycée et tout, qui le jour là. Je dis, oui, c'est lui. J'étais même dépassée parce que je ne savais pas qui il était. Je ne savais même pas que c'était une personne importante du pays et tout. Ma copine dit, ouais. Après, on zappe, on commence à parler, ça parlait beaucoup, j'étais un peu gênée. Bon, après, j'en ai parlé à des tatas, j'en ai parlé que même moi, je le connaissais et tout. Mais bon, je n'ai pas dit. Après, un jour, c'est passé, hein. Un jour, je fais un songe et puis, il faut dire ici que je me suis convertie, je suis devenue chrétienne. Mais moi, je suis chrétienne vraiment qui explore le surnaturel, qui explore le divin et tout. Et un jour, je dors, je le vois dans mes rêves. Je dis que, mais toi, tu viens chercher quoi dans mes rêves, celui-là? Il me dit, non, ce qui se passe en ce moment, les gens, ils en veulent à ma vie, les gens, ils sont contre moi, c'est un complot et tout. Je dis que, oh. Il me dit où il se trouve. Ah, là, j'ai fui le pays, je suis à tel endroit, machin. Bon, moi, je trouve ça bizarre. J'en parle au pasteur, un peu gêné, que, mais l'histoire qui se passe en ce moment, le monsieur, je l'ai connu quand j'étais plus jeune. Et voilà, je l'ai vu dans mes rêves, et je l'ai vu dans mes rêves, voilà ce qui s'est passé. Parce que je dis, ah, mais peut-être parce que tu l'as vu, tu le connaissais, et puis là, tu vois l'histoire, et puis je dis, ah, d'accord. Bizarrement, il se fait arrêter, et c'est le pays, il m'a parlé du pays dans lequel il était, où il était, c'est dans ce pays-là qu'il se fait arrêter. J'ai dit, non, ça, c'est trop bizarre.
ça, c'est vraiment trop bizarre. Je suis allée dire ça au pasteur. Le pasteur dit oui, c'est bizarre parce qu'il m'a dit qu'il était dans ce pays et c'est dans ce pays-là qu'il s'est fait arrêter. Je ne savais pas avant qu'il ne se fasse arrêter. Tout. Le pasteur dit c'est trop bizarre. Je suis partie chez le pasteur. On a commencé à prier. Et puis, moi, je ne savais pas, le pasteur était en train de filmer. Quand il priait, boum, le monsieur manifeste. Il commence à parler à l'intérieur de moi, comme dans les films. Comme dans Exorciste et tout, il commence à parler à l'intérieur de moi. Il me dit non, il dit oh non, elle, moi je l'aimais, je voulais faire d'elle ma femme et tout, elle m'a menti, elle n'était pas vraie, moi je lui ai donné mon argent, c'est vrai que c'était pour sa beauté, mais j'ai commencé à m'attacher à elle parce qu'elle était attachante et tout, elle était bien, j'ai senti en elle une femme machin. Parce qu'il dit qu'une femme comme moi, elle était encore jeune. Elle était en seconde, une femme comme toi, tu étais déjà moche. Il dit non, moi je voulais d'elle, je voulais faire d'elle ma femme, je voulais faire d'elle une grande femme et tout, à mes côtés. Le pasteur dit que oui. Il commence à prier. Moi j'ai vu ça, après j'ai vu la vidéo parce que le pasteur me filmait. Il lui demande, mais quand tu lui donnais l'argent, qu'est-ce que tu as pris? Il dit j'ai pris sa beauté. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais chaque fois qu'il me donnait l'argent, il me dit tu es belle, ta beauté vaut plus. Il dit j'ai pris sa beauté et tout. Il a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Vraiment les choses du surnaturel, je vous assure. Et après, c'est terminé, on a terminé la délivrance qui a duré, je ne sais pas, peut-être 1 heure. Je me suis sentie fatiguée quand je me suis levée là. Après, j'ai vu les images, tout ce qui s'est passé. Un temps après, le monsieur est décédé. Le monsieur est décédé, bon, moi je ne sais pas, c'était pas à cause de ma... Je sais pas, mais il a eu des problèmes. Il disait que c'était un complot. Il est décédé. Moi, je raconte cette histoire parce que la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. En fait, il faut témoigner. Il faut édifier les jeunes. Il faut édifier tout le monde. Tout le monde est un appât. C'est pas parce que tu es pauvre, c'est pas parce que tu as de l'argent. Moi, je n'étais pas pauvre. Moi, je n'étais pas à la quête des hommes qui ont de l'argent. Mais le monsieur, il a réussi à faire quelque chose. Et puis, c'est 15 ans après que j'ai reçu la délivrance de cette histoire. J'étais déjà convertie depuis. C'est 15 ans après que le monsieur a manifesté. Il a dit ce qu'il avait fait. Vraiment, de faire très attention quand vous prenez l'argent des gens. Voilà. Ça veut dire qu'on peut vous tendre un piège par l'argent. Il y avait une vidéo là-dessus sur Younsoubo, notre chaîne principale. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est grave. Écoutons encore un autre témoignage. Comme j'étais en train de dire, c'était nos histoires de TikTok et autres là. Je suis une TikTokeuse. Une fille de Bertois, parce que je vis à Bertois. Je suis une fille de l'Est Cameroun. Un jour, j'entre dans TikTok. Bon, parce que moi, mes vidéos que je faisais sur TikTok, ça tirait les hommes, dit que waouh, beauté extraordinaire. Donc déjà, bon, mon physique d'abord, parce que je suis teint naturel, teint chocolat naturel et propre. Mais ça, quand un homme me voit, il va flipper. Ok. Voici comment un beau matin, je me lève très tôt, je dis, je vais entrer dans TikTok aujourd'hui. Bon, je m'apprêtais à faire un direct en fait. Et quand je tombe la photo d'une vidéo d'un gars Bamoun, c'est un Bamoun. Et je dis, ah, c'est quel beau gosse comme ça. Et boum! Tout allait si vite, il s'est abonné à moi et on a commencé à causer. Tout allait si vite que moi-même je ne comprenais pas. C'est allé si vite jusqu'à ce qu'on se partage des numéros. Jusqu'à ce qu'on a fait 2 mois de relation juste sur le téléphone comme ça. C'est un jour, elle dit que bébé, depuis on se cause sur mon téléphone et autre, je vais t'envoyer le transport, tu montes. J'ai d'abord essayé de compliquer, j'ai dit non, ok, je vais arriver. Et je suis pris un bon matin, il m'a envoyé le transport, il m'a envoyé 20 000. C'est qu'il monte sur Douala, parce qu'il vivait à Douala. J'arrive à Douala au petit matin, vers 3h04. Net quand j'arrive sur Douala, il me fait comprendre que je suis déjà là. Il dit que ok. Et voilà, il vient me chercher. Et net quand on arrive, il me pose de ces conditions, il dit que bébé, tu vois, je t'aime de tout mon cœur, tu vois. Et je vous assure, quand j'arrive chez lui, sa maison était tellement immense, grande, je ne savais pas. Où il faisait quoi dans la vie? Il dit que bon, on va s'asseoir et causer, mais il me dit ce qu'il fait dans la vie.
Je ne vais pas croire le mettre de pression et autres. Voici, on me dit que bébé, tu vois, je t'aime et autres. Voici, je suis ancrée dans cette je vais même pas dormir soit dans la même chambre parce que tu vois, tel, je suis un peu. Il me parle les choses, puis qui n'a même pas de sens. Que je dois dormir dans l'autre chambre, je vais dormir dans l'autre chambre. Je dis que, mais pourquoi ça? Pourquoi tu fais en sorte que je dois dormir dans l'autre chambre? Je dors dans l'autre chambre, c'est quoi? Je suis pas, tu ne m'aimes pas. Ou bien je suis pas ta copine, tu ne me considères pas. Il me dit non, ce n'est pas ça. En fait, le truc, c'est que le gars compliqué. Et net quand je suis en train tu vois la chambre, je vois la chambre. J'ai le courage d'entrer dans sa chambre et dire bon, j'ai laissé. Quand il m'a interdit cette chambre-là, j'ai laissé. Bon, lui, il faisait déjà que quand il a besoin, bon, on a fait moins une semaine là, il n'entrait pas dans ma chambre. J'ai dit que mais baby, depuis on s'écrivait au téléphone, tu me dis juste tu as envie de moi et maintenant je suis à côté de toi, pourquoi tu me regardes juste avec les yeux? Le gars n'a pas répondu à mon message parce que quand il était au travail, il était, je sais où quoi, soit il était au travail ou je ne sais pas, il a vu mon message, il n'a pas répondu. Et un jour, il est dans la chambre, il a décidé, alors il est venu, ce jour on a eu les rapports, on a eu quelque chose d'intime ensemble. Et le lendemain, comme d'habitude, il était dans sa chambre. Je me lève, je dis que bon, je ne vais pas guetter, je ne vais pas voir un peu ce qui se passe dans cette chambre. Ou il me cache une fille là-bas, ou comment, je vais l'arrêter dans la flanquant de lit. Je vous assure, j'ai levé les babouches dans la chambre. Je me suis mise à marcher doucement. Net quand j'arrive devant cette chambre, au niveau de la série, il y avait un petit coup, je me mets à arrêter. Je vous assure, les amis, ce que j'ai vu de mes propres yeux, je n'arrivais pas à croire. Ce gars, en fait, parce qu'il a environ 32 ans. Ce gars, en fait, il était en train de faire l'amour avec un cadavre, une femme déjà morte. Parce que quand j'ai regardé, elle était couchée, elle ne faisait aucun mouvement, mais elle avait les cotons aux narines. Elle avait le coton aux narines et aux oreilles. J'ai dit que quoi? Qu'est-ce que je vois là? Voici comment je me lève en sursautant et dis que non. Soit je suis en train d'halluciner, soit je rêve. Je rentre dans ma chambre. Je l'envoie le message que, comme tu vois là, j'ai envie de rentrer. Il me dit que rentrer déjà si vite. Tu m'avais fait comprendre que je vais faire même au moins 1 mois avec moi. Et maintenant, ça va faire 2 semaines. Je vais la rentrer. Je dis que non, bébé, j'improvise. Donc, je voulais improviser. Mais dit que non, comme tu vois, j'ai pas envie que tu rentres maintenant. Attends un peu, le temps de m'apprêter à ce que tu rentres bien. Je me dis que ok. Le matin, il est parti au travail. Il a fermé. Il n'a pas fermé cette porte-là. Voici comment je me lève. J'ai dit que non, ce que j'ai vu dans la chambre, que ça soit ce que j'ai halluciné seulement. Comme moi, je suis la fille d'un pasteur, j'ai pris l'huile bénie de Saint-Michel là, j'ai pris et mettre sur ma face, je me suis oint mon corps et prendre le sel béni et mettre un peu sur moi et l'eau bénie. Je dis que si c'est que c'est un mauvais cru du genre que j'ai vu, que cela ne m'atteint pas. Quand j'arrive, j'ai vu toujours la même chose. Cette femme était couchée sur le lit. Elle ne faisait aucun mouvement. J'ai crié Jésus-Christ. Jésus-Christ au moins 3 fois. J'ai failli m'évanouir parce que j'ai jeté l'air sur place. Et net quand j'arrive, j'étais à la chambre. Il m'avait laissé passer la journée, il m'avait laissé 20 000 francs. Et du coup, je vais prendre ces 20 000 là et rentrer à ce qu'il ne sache que je suis partie ou je ne veux pas ça, il sache que je suis ou je ne veux pas qu'il avoir mes nouvelles. Net quand je sors de cette chambre là, mon corps pesait, soulever mon pied pesait à un niveau qui était bon. Même parler, ma bouche, je ne parlais pas. Voici comment je me lève parce que je me lève, je dis que voici comment je me mets à ramper jusqu'à la chambre. J'ai forcé jusqu'à ranger le sac, mon sac s'est fermé. Mais me lever alors pour rentrer, je ne peux pas. Il est rentré ce jour-là tôt du travail. Je ne sais quoi sur le travail ou je ne sais pas. Il est rentré si tôt. Il peut me couvrir la chambre. Je n'arrive pas. Il me dit que tu es entré dans ma chambre. Parce que ma bouche pesait pour parler. Voici comment, quand il essayait pour vouloir me faire du mal, lui que j'ai oué sur moi, c'est là où j'ai eu que Dieu existe. Vraiment, Dieu existe, les amis. Voici comment
net quand il veut me essayer de me crangler, ça lui frappe, le feu du Saint-Esprit lui frappait vraiment. Voici comment il me prend. Il me met là-bas, j'étais au niveau de Ndorbon, parce que lui restait à Bonapriso là-bas, après l'hôtel de l'air. Voici comment il me parle là-bas. Net quand même les gens, finalement il me pose des questions, que tu fais quoi? Je dis, on voyait cette belle fille abandonnée comme ça, même parler. Je ne parlais pas. Je t'ai regardé les gens comme les Mongols, comme si j'étais un bébé. Je parlais, je n'arrivais pas à parler. Voici comment mes mecs au commissariat, qu'on m'a trouvé. C'est comme ça que l'un de mes frères surveillait ses réseaux sociaux, m'a vu qu'il était dépassé, qu'ils sont arrivés, ma mère et lui, à Douala, venir me chercher comme ça. Et quand ils venaient me chercher, avec tout le travail qu'on a fait sur moi, et les prières et autres, les jeunes qui se sont mis en prière, j'ai recouvert la guérison que j'ai expliqué du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, parce que je suis une étudiante. Je suis une étudiante, je fais droit à Bertois. C'est comme ça que j'ai expliqué, parce que je vivais seule. Donc je n'étais même pas au courant que je n'étais pas dans la ville. C'est comme ça que j'explique du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à ce que je me retrouve à Douala. Que quand ils arrivent là-bas, on fait comprendre aux gens là que le type avec qui il avait perdu sa femme, ça fait depuis. Donc c'est un secteur, c'est un gars qui fait les secteurs. Ça dépassait tout le monde que j'étais là-bas, parce que lui n'amenait pas les filles là-bas. C'était déjà donc jusqu'au tout ce que je demande, c'est que non, même TikTok là, c'est un moment de repère pour les gens. TikTok que vous voyez là, il y a plein de mauvaises choses dans TikTok. Et donc ils font les choses pour prendre les filles qui aiment l'argent là. Parce que moi j'ai vu, c'est une personne riche et j'étais vraiment, les longs yeux m'ont poussé à aller au creux. Vraiment faisons très attention, c'est mon message que je voulais passer là, c'est mon histoire, moi-même j'ai vécu. Vraiment faisons attention. Je n'ai pas tant de parce que je ne veux pas que c'est pour tomber aussi dans ce piège vraiment. Pardon. C'est bizarre, hein? C'est vraiment très bizarre. Les rencontres sur les réseaux sociaux, les rencontres sur TikTok. En tout cas, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que les réseaux sociaux, faites attention. Écoutons encore une autre histoire mystique hors du commun. De graves révélations vont en sortir. Restez connectés, restez concentrés. Bonjour, chers frères et sœurs. Je m'apprête à vous raconter une histoire qui avait eu lieu dans mon village. Il y a de cela pratiquement 20 à 25 ans. En fait, le but de la raison pour laquelle je m'aurais partagé autant pour moi cette histoire, c'est par rapport au sobriquet ou alors au surnom que les gens aiment souvent s'attribuer. Dans mon village, il y avait un cardiaque praticien. Quand je dis cardiaque praticien, ça veut dire qu'il est encore en vie, mais il a arrêté le métier. Il s'appelait Onasatan. C'est-à-dire, bon, en dialecte, on l'appelait Onasatan, parce que je suis un métis, en Ewodo. On l'appelait Onasatan, donc en français, Onasatan. C'était le petit surnom qui s'était attribué, comme pour dire qu'il est le plus fort du village, le plus grand sorcier, bref. Il avait l'habitude de recevoir des grands hommes, des hommes importants, c'est-à-dire des grands messieurs du gouvernement, qui venaient là pour de nombreuses choses. Une fois, il est allé au champ. Je raconte l'histoire pourquoi? Parce que c'était mon voisin au village. C'est mon voisin, pas que c'était. Il s'en va au champ. De retour du champ, aux environs de 17 h. Pendant qu'il est aux toilettes, voilà un monsieur qui vient en costard. Imaginez-vous au village, il a 25 ans aujourd'hui. Je devais avoir dans les 10 ans, 11 ans. Il vient en costard, bien habillé, propre. Il rencontre sa femme, il y a sa femme qui est là pour le monsieur, pour monsieur Onasatan. Sa femme s'est dit que, ah, voilà un gros client. Elle va faire savoir à son mari, à son époux qui se baignait aux toilettes derrière la maison, qu'il y avait quelqu'un qui était à sa suite, qui l'attendait. Bon, le monsieur s'est dépêché. Mon oncle là s'est dépêché.
Arrivé que le monsieur assis, il dit au monsieur que bon, bienvenue dans mon humble demeure, permettez-moi de m'habiller, messieurs, le corps, et de m'habiller, je serai à vous dans quelques instants. Il a fini, il est venu. Quand il finit, il s'installe, il était là avec sa femme. Il était avec sa femme. Le monsieur lui dit ceci. Je suis vraiment très fier de toi. Le monsieur parlait en langage béti, en Iwondo. Il dit, je suis vraiment très fier de toi. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment très content parce que depuis mon existence, depuis que je suis, je n'avais jamais vu quelqu'un rencontrer quelqu'un, bien entendre parler de quelqu'un qui osait s'attribuer mon nom, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire s'auto-nommer que Satan, c'est-à-dire Lucifer. Mon oncle était tarabisté, choqué, perdu. Ce que je ne comprends pas. Il y a quoi? Tu n'es pas un client? Je dis que non, je suis venu te remercier en personne. C'est moi, Satan, en personne. Hein? Et pour te le prouver, quand il a dit cela, le monsieur s'est transformé en une créature inimaginable. Il y a eu une corde qui est sortie à gauche, une longue corde. Il a pris de la taille. Une deuxième corde est sortie à droite. Une queue est sortie au niveau des fesses. Sa femme a couru dehors en criant. Wow, 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 wow. Lui-même, quand nous sommes venus, qu'il y a quoi? Nous-mêmes, quand on a vu ça, j'étais dans les 11, 12 ans, j'ai encore les souvenirs. C'était phénoménal, incroyable. Après, la créature a disparu. La créature a disparu. Comme dans les films nigériens que je vois, exactement. C'était... Mais tu n'arrivais même plus à rester seul. Tu disais toujours que ça allait toujours apparaître. Bon, après, nous avons fait une messe au village. On a invité un prêtre. Bon, on nous a fait les rites traditionnels et c'était un rite religieux. Et depuis ce jour, mon oncle a décidé d'arrêter d'être crédit praticien, c'est-à-dire qu'il ne fait plus les remèdes, il ne fait plus les gens, il ne fait plus certaines choses. Il est encore en vie, il est là au village. Il ne veut même plus entendre parler de cela. Même l'histoire, même il n'aime même pas se rappeler de ça, parce que quand on vous raconte ça, il fallait vivre la chose pour la croire. Donc c'est une petite histoire qui s'est déroulée dans mon village, il y a de cela 25 ans aujourd'hui, je pense, 25 ans, je ne me trompe pas. Donc c'est ce que je voulais partager. Donc comme pour dire aux gens que faites souvent attention, que les gens, nous devons faire attention aux petits surnoms ou aux sobriquets bizarres qu'on aime soit s'attribuer ou attribuer aux autres. Que parfois ça peut nous jouer des tours. Donc c'est ce que je voulais partager, que Satan en personne était venu le remercier. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas que il a pris une taille gigantesque, c'est-à-dire il allait à 3 mètres. Il fallait voir la chose. Pour toi, après il a disparu. Donc depuis ce jour, moi, il a peur de tout. Donc les gens vivent des situations très compliquées. Donc je voulais partager cette histoire pour dire aux gens que on doit soit faire attention à certains noms ou à certains sobriquets ou surnoms qu'on s'attribue ou on attribue à nos enfants ou à nos frères, ou à nos soeurs ou à nos amis. Donc c'est l'histoire que je voulais partager. Hey Seigneur! Les gens disent que le diable n'existe pas, non? Maintenant, regardez, écoutez ce témoignage. Qu'est-ce que vous dites de ça maintenant? Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, si le diable existe, c'est que Dieu existe. Nous devons vraiment faire très attention. L'histoire que je raconte a été vécue par moi-même il y a moins de 10 jours. Aujourd'hui, on est vendredi. C'était le samedi passé. Voilà. J'étais en train de prier la nuit entre 23h et 1h du matin, comme j'en ai l'habitude, parce que j'avais souvent certains problèmes et difficultés. Il y a quelqu'un qui m'a aidé avec des directives, qui m'a donné des psaumes qu'il fallait lire pendant ces heures-là et pendant un certain temps. J'étais en train de lire le psaume 70, je crois, après avoir prié. J'étais en train de méditer sur le psaume 70. Du coup, je me suis retrouvé dans un état, je ne sais pas comment appeler ça, hein?
entre le sommeil et la lucidité, et l'état lucide comme ça. J'étais quelque part. Je n'étais pas endormi en tout cas. J'étais assis sur le lit, en train de prier. Après, j'ai commencé à lire les psaumes et j'ai vu comme un film qui s'est passé devant moi. C'est l'extrait d'un événement qui s'était déroulé en 2020, quand j'étais encore à Kinshasa. Je me suis vu, pendant ce temps-là, j'étais chez un grand frère. Je me suis vu dans le salon de mon grand frère. C'est un événement qui s'était effectivement passé. Nous étions assis au salon comme ça, en train de regarder, de voir un match. Un chien est entré dans la maison et tout le monde a fui. Et le chien m'a mordu. Le chien m'a mordu, je me suis précipité, j'ai fermé la porte. J'ai poussé le canapé, j'ai coincé le chien entre le canapé et les murs. Je l'ai battu à mort, je l'ai tué. Je l'ai jeté dehors. Et le lendemain matin, il y a une tante qui vient nous voir. Elle vient nous voir, c'était vers 6 heures du matin. Pendant qu'on s'apprêtait, tout le monde s'apprêtait pour aller au travail parce que j'avais banalisé, mais j'avais vraiment une plaie à la jambe. Mais j'avais banalisé, je m'apprêtais pour aller au travail, tout le monde s'apprêtait pour aller au travail. La tante me dit, tu dois te faire vacciner, mais prends cet argent, c'était une affaire de 15 000 francs congolais, l'équivalent d'à peu près 7,5 $. Voilà. Prends cet argent, tu vas ajouter sur ce que tu as, tu vas aller prendre une dose de vaccin contre la rage. Une dose, c'était à 15 $ et quand on est mordu, il faut 3 doses. Je ne manquais pas de l'argent, mais comme c'était, pour moi, c'était quelqu'un qui est venu compatir avec moi, j'ai pris, mais elle n'était pas informée de la situation qui s'était passée la nuit, mais tôt le matin, elle était déjà là. J'ai pris l'argent, je suis allé au travail, et après ça, le soir, bon, quand les amis ont appris que j'avais été mordu par un chien, ils m'ont dit juste il faut prier, voilà ce que tu dois appliquer sur la plaie. J'ai appliqué et puis bon, on est allé boire de la bière avec l'argent. Je n'avais pas utilisé ça pour la cause, disons pour la raison pour laquelle elle me l'avait donné. Je ne m'étais pas fait vacciner du tout. La situation est passée. Après, j'ai revu cette scène-là et je suis encore tombé sur... C'est comme un esprit qui m'a amené dans une autre vision. Je ne dormais pas, ce n'était pas un rêve. C'est comme si j'étais en train de voir ma Bible à la main, j'étais en train de prier. Je me suis vu devant la maison de cette tante-là. Il y avait un feu, le feu de bois qu'on met avec une marmite dessus, des choses comme ça. Une marmite fabriquée à base d'argile. C'est cette catégorie de marmite-là qui était sur le feu. Elle était en train de remuer quelque chose dans la marmite et elle prononçait mon nom. J'ai entendu une voix me dire, tu vois, elle parle à cause de son argent, tu dois rembourser. Je me suis réveillé, je suis redevenu à l'état normal. C'était pas la peur, c'était pas... Mais j'ai ressenti quelque chose. J'ai jeté la Bible sur le lit, je me suis tenu debout. J'ai commencé à parler, quoi. J'ai commencé à parler, à annuler tout ce que j'avais. Je l'avais vu en train de dire dans la vision. Quelques minutes après, l'idée m'est venue de rappeler la personne qui m'avait donné les psaumes. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui c'est le 30e jour de la prière que j'étais en train de faire, comme tu m'avais donné des directives sur le psaume. Parce que mon souci était que je voie s'il y a quelque chose que je fais de mal, mais qui ne devrait pas être fait. Je vous épargne les détails par rapport aux difficultés que je suis en train de vivre et des complications, que Dieu me les montre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai mal fait et que je dois corriger? Ou soit, qu'est-ce que je suis en train de faire que je ne devrais pas faire? Alors, j'ai contacté la personne qui m'avait aidé avec les psaumes. La personne me dit, bon, moi je n'ai rien à te dire, ce ne sont pas tes propres pensées ni tes hallucinations. Tu as reçu un message, c'est clair. Si tu as l'argent, prie sur ça, et au mieux je te conseillerais d'envoyer le triple.
tu prends une part équivalente à la somme qu'elle t'avait donnée, tu donnes aux veuves. Donc tu vas prier avec cet argent cette nuit, tu donnes aux veuves, et le lendemain, tu vas lui expédier son argent, tu lui expédies les triples de la somme qu'elle t'avait donnée. Toi, tu pensais que c'était pour une bonne intention, elle était venue compatir, alors que c'était comme la nuit, elle avait raté, tu as abattu le chien, le matin, elle est venue t'acheter. Et c'est ton nom qu'elle a acheté comme ça, qu'elle est en train de préparer dans la marmite à cause de 15 000 francs congolais, l'équivalent d'à peu près 7,5 $. Ce que tu as vu là est réel, mais c'est déjà très simple. Prie avec une somme d'argent et tu lui envoies. Je lui ai dit, mais je n'ai pas son numéro. Il dit, trouve son numéro. Trouve. J'ai appelé les cousins, je leur ai demandé de me trouver les numéros de cette tante-là et je leur ai dit de s'assurer qu'elle a Mobile Money. Un cousin m'a envoyé son numéro Orange Money. Il m'a dit, oui, j'ai causé avec elle, elle va bien, tout le monde se porte bien à la maison. Elle m'a dit qu'elle a un compte Orange Money. J'ai dit, cool. J'ai rechargé mon compte, je lui ai fait l'expédition et la personne qui m'avait envoyé le psaume m'a dit, tu dois parler, tu dois l'appeler, qu'elle sache que tu as restitué. J'ai dit, mais je n'ai même pas envie de lui parler. J'ai dit, non, quand toi tu l'as vu dans la vision, elle était en train de parler. Tu dois l'appeler, qu'elle sache que tu as restitué. J'ai appelé, après avoir fait le transfert, j'ai appelé. La première question que la tante me pose, aujourd'hui tu m'as rêvé, c'est pourquoi tu m'as appelé, parce que ça fait plusieurs années on ne causait pas. Je lui ai dit, oui, je t'ai rêvé, c'est pourquoi je t'ai appelé pour te saluer et savoir comment tu vas. Elle m'a dit, nous allons bien, on va tous bien. J'ai dit, ok, je viens de t'effectuer un dépôt sur ton compte Orange Money. Tu vas chercher du sucre, le savon ou bon, n'importe quoi. Ou soit tu achètes les unités pour tes communications, quoi. Tu achètes les unités pour tes communications. Elle rit. Elle me dit, je n'ai pas un compte Orange Money. J'ai au moins un compte M-Pesa. Je lui dis, ok, dicte-moi ton numéro M-Pesa de Vodacom. Pendant qu'elle était en train de me le dicter, j'ai enregistré l'appel. J'ai enregistré l'appel, j'ai noté les numéros à côté, je lui ai expédié encore les triples de la somme. C'est tout, au revoir, bonne soirée, j'ai raccroché. Ça fait plus d'une année qu'on ne s'était jamais parlé. 2 jours après, c'était le mardi. Non, elle m'a appelé plus de 20 fois. Je n'ai pas répondu, j'ai refoulé les appels, j'en avais assez. J'ai appelé la personne qui me donnait des directives. Elle m'a dit, mais elle t'a perdu. Pendant que tu étais en train de faire les transferts d'argent, elle ne savait pas du tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, elle se rend compte que tu n'es plus dans sa marmite. C'est tout à fait normal qu'elle continue à t'appeler. Et si par mégarde, tu décroches à son appel et que tu parais gentil ou poli, elle va t'avoir encore. Évite-la. Donc voilà, ne soyons pas très naïfs. Quand quelqu'un nous apporte une assistance, il faut toujours être éveillé et se rassurer qu'il n'y a pas de liens et des réclamations qui suivront derrière. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. J'étais avec une amie. On travaillait avec un monsieur. Et le monsieur en question, il me payait plus en fait. Au lieu de 30 000 chaque 2 semaines, il me donnait à moi 40 000 chaque 2 semaines. Donc, après 1 mois de travail, j'ai demandé à ma copine, celle qui m'a envoyé là-bas, je lui ai demandé. Elle-même, là, on lui paie combien? Elle me dit, oh, que c'est 30 000, le gars lui paye chaque 2 semaines. Je lui dis, ah, ok. Elle m'a demandé s'il y a un problème. Je dis, non, 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 c'était juste pour me rassurer. Elle a dit, ok. Donc, un soir, le monsieur nous invite chez lui à la maison. En partant là-bas, je sais pas, j'ai eu comme l'impression que j'allais faire quelque chose que je ne devais pas, en fait. Donc, il a insisté et quand on est arrivé chez lui à la maison, il a voulu qu'on boive un peu. Il a sorti une bouteille de whisky. On a bu. Après avoir bu le whisky, le gars sort quelque chose sous son lit. Je sais pas c'est quoi. C'est sous forme d'une calebasse. Donc, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est quand il a sorti le calebasse, il y avait de l'eau dedans. Donc, il a mis sa main dedans. Il a commencé à jeter sur nous un peu partout dans la chambre. Quelques minutes après, je vois ma copine qui tombe sur le sol. Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quoi? Je me suis levée et j'ai commencé à l'appeler, elle ne me parlait pas. Je l'ai tournée,
pour voir si elle avait au moins les yeux ouverts. Elle n'a même pas les yeux ouverts. Le monsieur était arrêté en train de me regarder. Il dit, ah, tonton, il faut qu'on l'amène quelque part ou envoyer un peu d'eau, on va mettre sur elle. La première question que la personne me demande, c'est, qui es-tu? Qui es-tu? Comment qui je suis? Que normalement, je devais aussi tomber comme ça. Je dis, ce que j'ai vu le jour-là, papa, c'est fort. J'ai jamais vu ça. À cause de ça même, là, 19h même, c'est trop. Oui, 19h, c'est trop. Déjà à 18h, quand je rentre à la maison, c'est fini. Le gars s'est transformé en serpent. Ok, il a la chair de peau. Le gars s'est transformé comme ça, en serpent devant moi. Que pourquoi je ne suis pas tombée? Pourquoi en fait, je devais tomber. Quelque part, j'avais pas peur. J'avais pas vraiment peur. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est le pourquoi le monsieur n'a pas eu peur, si peut-être je pouvais crier ou appeler au secours, rien quoi. Mais au fond de moi, j'avais pas peur, mais c'est surprenant. Je me suis dit, ah, ici que ce monsieur nous fait quelque chose de mal. Ou s'il me fait quelque chose de mal à moi. Il dit quoi? Que lui, il voulait boire notre sang. Il dit, boire le sang? C'est que tout ce qui se passe, en fait, moi, je n'ai rien compris. Au réveil, d'abord, avant le réveil de ma copine là, le gars, il s'allonge sur le lit et puis il me dit de venir. Il me dit, venir comment? Toi, tu fais peur comme ça, tu dis de t'approcher. Il dit, non, il ne va rien me faire que de venir. Je m'approche. La première question qu'il m'a posée, c'est, est-ce que tu aimes les serpents? Je dis, les serpents, hein? J'aime bien les reptiles, mais ça dépend du pourquoi, quoi. Il me dit, ok, qu'il voulait juste me faire voir. Je dis, ok. Il m'a dit de fermer mes deux mains. J'ai fermé mes deux mains. Et je ne sais pas ce qu'il a hésité. C'était une forme d'incantation, je ne sais pas. Il m'a dit d'ouvrir les mains. Je sentais déjà quelque chose qui faisait des bruits bizarres, des gestes. Ça bougeait dans ma main. Ça commençait à me faire peur. Non, je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est un petit serpent. Non, je regarde, c'est un joli petit serpent blanc. Et au réveil de ma copine, elle a couru, genre, même pas qu'est-ce qui s'est passé, même pas où je suis, qu'est-ce qu'on fait là, rien de tout ça. La go commence seulement à courir. Il dit, ok, attends-moi, tu pars où comme ça? Attends, qu'est-ce que tu as? Elle quoi me dit depuis jamais l'approcher. Ah, je suis partie derrière elle. Parce que je n'ai pas compris sa réaction. Si quelque chose lui est arrivé ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, elle a pris moto. Moi aussi, j'ai pris moto. Je l'ai accompagnée. J'étais derrière elle. Donc, quand arrivée chez elle à la maison, elle a commencé à faire ses valises. Je dis, à quoi? Elle s'appelait Conchita. Je dis, à quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle prend ses valises. Pouf, elle est partie. Tu pars où comme ça, ma chérie? Que non, qu'elle doit aller au Burkina Faso voir ses parents. Elle ne voulait même plus causer avec moi. Elle dit, non, mais attends, c'est un problème, il faut qu'on s'explique. Parce que déjà, c'est à cause de toi que moi, je connais le monsieur là. C'est à cause de toi aussi que j'ai accepté qu'on aille là-bas. Sinon, personnellement, je ne sais pas ce que j'ai parti faire dans la maison du patron. Là, c'est pas pour parler du travail. Elle dit non, qu'elle ne peut pas m'expliquer qu'après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de faire ce vocal-là. Je n'ai plus jamais revu cette fille-là. Son numéro, parle. Je pars chez elle à la maison souvent, quand je passe au quartier, parce que là, ma grand-mère habite pas loin de là. Quand je passe souvent chez la grand-mère, je viens souvent voir si elle est rentrée, si elle va bien. Tout le monde dit non, elle n'est pas rentrée, elle est restée là-bas. C'est quelque chose qui m'a touchée. D'abord, j'ai eu peur de faire ce vocal depuis hier. J'ai eu un peu peur, à part mes préoccupations, j'ai eu un peu peur parce que c'est... À dire comme ça a l'air vraiment de rien, hein? Ça a vraiment l'air de rien, ça n'a même pas l'air de quelque chose qui fait peur. Mais en tout cas, c'est Dieu qui sait ce que j'ai vécu. Mais bon, tout ça pour dire aussi à quelqu'un ou à quelqu'un, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils n'ont qu'à entendre. Ils n'ont qu'à entendre, courir derrière l'argent ou courir derrière un homme. Moi, mon cas, c'était même pas le cas. Je courais pas derrière l'argent, je courais pas derrière le monsieur non plus. Voilà, il voulait seulement, il cherchait du sang. Il cherchait du sang. C'est pour éviter les problèmes, sinon j'allais donner le nom. C'est quelqu'un de très connu. C'est un artiste.
C'est pourquoi j'ai rien mentionné même jusqu'à présent. J'ai rien mentionné exprès. C'est un artiste très connu international. Tonton, merci beaucoup pour votre réponse aussi. Vous êtes sympa. Merci. Oh, un artiste qui fait tout pareil. C'est vraiment pas tout ce qui est briquet de l'art. C'est Jean, hein? Je suis Camerounais en passant. Donc je voudrais te déposer une première histoire parce que je ne maîtrise pas comment les directs marchent. Donc après cette histoire, je vais aussi donner quelques conseils à ma sœur qui a raconté une histoire selon laquelle il y a du sable sur le lit de son mari, de son mec, son petit ami. En fait, elle ne devrait pas encore chanter victoire. Vous savez, elle ne connaît pas quel esprit elle fait face. Et il faudrait qu'elle prenne vraiment les dispositions et qu'elle ne baisse pas les bras parce que elle peut avoir l'air que ça diminue. Elle était juste à côté d'une école primaire. Alors, pendant l'histoire que je vais raconter, c'est j'étais en 6e. Et là où le lycée dans lequel je fréquentais était tout nouveau, et il était juste à côté d'une école primaire. Alors, pendant la récréation de l'école primaire, des petites filles jouent au pouce-pion. Et l'une des filles du village, comme ça, avait piétiné, donc avait marché sur une autre fille aussi du village, donc sa camarade de classe. Et là, tout de suite, sa camarade là qui a été piétinée, elle est tombée. Et dans les minutes qui suivaient, elle est morte. Elle a seulement crié aïe, 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 aïe. Elle est morte. Alors cette histoire a scandalisé le village. Ça a scandalisé même les élèves, les lycéens. Au point où ça nous a marqué. Et la fille, celle qui avait piétiné, celle qui est tombée est morte. Le pied a commencé à enfler. Donc, la famille de la fille, celle qui est tombée, a voulu en découdre avec celle qui avait piétiné. Alors, si les gens se sont tiraillés à gauche, à droite et tout, ça nous a vraiment marqué, ça a marqué notre enfance jusqu'aujourd'hui. Je connais la famille en question, je connais la fille, elle n'est pas toujours mariée et ce pied n'a pas vraiment trouvé une grande solution. Mais au final, d'après les commentaires, d'après les recherches et tout, on aurait mangé la petite fille et on est venu pousser ça sur eux. On est venu la pousser, en fait, on est venu pousser la petite fille sur elle pour qu'elle puisse l'achever. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les parents doivent faire attention quand les enfants vont à l'école, surtout à l'école primaire. Les parents doivent veiller sur les enfants. Veiller sur les enfants veut dire, parce que nous sommes africains, il faut savoir avec quoi il faut laver les enfants. Quand ils vont à l'école ou quand ils reviennent des classes ou d'un grand voyage. Et puis même les huiles, le lait de beauté que les enfants utilisent, il faut les préparer, il faut les travailler parce que le dehors est très mauvais. Il faut vraiment se protéger. Et voilà, c'était la petite histoire un peu qui m'a marqué dans ma jeunesse, la toute première histoire qui m'a vraiment marqué dans la jeunesse et qui a fait vraiment sensation au village. Ça a même créé des haines entre les familles. On accusait celle qui avait piétiné d'être une sorcière et qu'elle avait tué sa camarade et tout. Pourtant, bon, on ne sait pas. Hein. Je ne me suis pas penché là-dessus pour savoir si elle est sorcière ou pas. Mais toujours est-il que le phénomène la thèse la plus plausible est que généralement on finit toujours de manger quelqu'un et toi, le malchanceux, tu viens, tu écoutes quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas travaillé, tu viens, tu portes la malchance sur toi. Ah ouais. Dites-moi si vous avez compris quelque chose, parce que moi, je n'ai pas bien compris. Que j'ai vécu en live. Donc, ça s'est passé au niveau de l'hôtel du plateau, avant le carrefour Cansonel. Donc, j'étais à la maison. J'avais mon petit appareil photo, là, qui était pas loin. Bon. J'ai mon feu ami, c'est nommé Arcel.
Le gars vient m'appeler là que gars, on a besoin de ton appareil photo. Donc si tu peux aller prendre quelques petits clichés là. Donc viens seulement voir parce qu'il y a un ouais là-bas que mon frère c'est la magie. Il dit mais il s'agit de quoi? Il dit viens gars, tu vas te choquer même quelque chose. Je dis ok d'accord. C'est comme ça que je me déplace. Bon, je prends mon appareil photo, je m'en vais sur les lieux en question avec mon ami. On arrive donc. Je trouve le monsieur. Il me dit, bon, mon petit, on a besoin de services là. Si tu peux filmer. J'ai dit, filmer quoi? Il fait donc sortir la chose qui était dans le sac. Mais il fait sortir un varan. Je dis, mais le varan? Je vois des chaînes au niveau de des pattes arrière là. Au niveau de ses pattes arrière, il y avait des chaînes. Et maintenant, il y avait 2 chaînes longues. Et maintenant, au bout des chaînes là, au niveau, en allant de la queue, au bout des chaînes, il y avait un petit squelette. Je dis bien, c'est pas que on m'a dit, j'ai vécu ça en live. Il y avait un petit squelette qui était attaché. J'ai vu un petit crâne là, un petit squelette au niveau, et même des petits pieds. Je vous assure. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai jamais vécu un truc pareil. Donc, paraît-il que le monsieur en question, c'était un guérisseur ou je sais pas trop quoi, un marabout. Donc, il est allé chez le monsieur, il allait retirer ça. Vu que le monsieur a fait appel à lui, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il était constamment malade. Même avant ça, il y a eu plusieurs morts dans sa famille. Donc ses frères, ses sœurs. Il paraît-il que c'était la tante du monsieur qui était derrière ça. C'est elle qui était en train de finir avec eux comme ça. Donc le monsieur doit faire appel au marabout là. Le marabout donc est venu enlever ça. Quand il a enlevé, comme ça qu'il voulait donc qu'on filme, remettre les photos parce que le monsieur devait montrer soit quelques membres de la famille. C'est comme ça que j'ai filmé. J'ai filmé, j'ai conseillé. C'est parce que je n'ai plus les photos là, sinon je vous envoyais ça. Je vous envoyais ça. Je vous assure. Je vous assure. C'est pas qu'on m'a dit ou j'ai vécu ça en live. C'est en live. J'ai vu un varan avec un petit squelette. Un petit squelette attaché avec des petites chaînes là. Donc c'est déjà quand le varan s'est déplacé avec le squelette là. C'est déplacé. Et maintenant le monsieur est parti. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça après. Bon, j'ai pas cherché à savoir. Que ça m'a foutu une sacrée trouille. Donc c'était ma petite histoire que je voulais partager vraiment. Le dehors est mauvais, hein, je vous assure. Là. Le dehors est vraiment mauvais. Il y a des choses vraiment qui se passent ici que quand on te raconte là, tu vas peut-être prendre ça à la légère. Mais quand toi-même tu vis la chose, c'est là où tu te rends compte que oui, que c'est la mort, mon frère, que le dehors est Jinja. Donc c'était ma petite histoire que je voulais partager avec vous. Voilà. Donc, je voulais raconter d'abord l'histoire d'une amie qui a sa grande sœur, sa sœur aînée qui est tombée amoureuse d'un monsieur qu'elle a rencontré, un homme qui avait assez d'argent, qui avait beaucoup d'argent. Donc, elle peinait à se marier parce qu'elle avait déjà presque 30 ans, il n'y avait personne dans sa vie. Et quand cet homme l'a accosté, cet homme était déjà polygame. Il avait plein d'argent, il a gâté, tout ça, la choyé. Donc, le monsieur lui disait qu'il a promis à sa femme, à ses femmes, qu'il ne prendrait plus de femmes, patati patata. Donc, ça l'a gêné énormément. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, parce qu'elles sont du nord de la Côte d'Ivoire, donc, elle a décidé de partir au nord, au fin fond du nord. Elles sont lobby. Donc, elles ont décidé de partir au fin fond du nord, enfin, du fin fond du nord, pour aller chercher, comment on dit, les joujou, un médicament pour attacher le monsieur. Pour que le monsieur vraiment revienne sa position, le monsieur fasse tout, quelle est la place de la première. Voilà. Donc, elle décide de partir. Elle entend parler d'un vieux qui est dans un village reculé. Donc, vraiment au fin fond de la savane là-bas. Donc, elle part au village. Et elle fait 2 jours dans son village même.
Et elle se fait accompagner par une autre personne dans un autre village, enfin dans le dit village, pour rencontrer, comment on dit, l'entremetteur. L'entremetteur, c'est lui qui est le coursier, si on veut voir, du vieux féticheur. Donc elle va le voir, le monsieur dit bon, on va marcher, on va passer par les pistes, on va marcher pour aller jusqu'au village, parce que le féticheur en question, qui doit nous accompagner à son maître, le féticheur là, il habite dans un petit campement. On s'est un peu éloigné, mais vous connaissez les femmes, quand elles sont déterminées à faire de garçons, elles ne veulent pas laisser. Donc la dame, elle passe la nuit. Le lendemain, à l'heure indiquée, ils prennent la piste, ils marchent jusqu'à arriver au village. Arriver là, parce qu'avant on ne donnait pas l'argent. À l'époque, hein, quand tu vas voir un féticheur, tu ne donnes pas l'argent. Tu donnes du sel, mais tu donnes en fait quelque chose, un présent. Donc elle est partie avec 1 kilo de sel. Voilà, il y a les sacs de sel là. Elle est partie avec un sac de sel. Parce que apparemment dans ce village là, le sel manquait. Donc elle est partie avec un sac de sel. Quand elle est arrivée, elle a donné le sac de sel. Le monsieur a demandé, oui, les nouvelles, tout ça, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, ah, elle veut que le monsieur l'épouse. Elle veut être la femme du monsieur. Elle veut prendre le cœur du monsieur. Voilà. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui fais le travail. Je travaille avec mon maître. Donc tu vas dormir ici. Et puis, comment on dit même, tu vas dormir ici. Et puis, la nuit, le lendemain à minuit, on va se retrouver ici. Donc le lendemain à minuit, ils sont donnés rendez-vous. Elle a dormi, elle a passé la journée. Le lendemain, c'est le jour suivant à minuit, voilà, ils sont donnés rendez-vous. Et ils sont partis voir le maître. Jusqu'à là, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Vous savez, on tisse des pactes avec le diable sans savoir. Donc elle part. Elle part avec eux. Ils marchent, ils marchent. Vous savez, avant, les cimetières étaient éloignés du village. Enfin, avant, les cimetières étaient éloignés. Donc, ils marchent, ils vont jusqu'au cimetière. Ils se rendent compte que c'est dans un cimetière. Et là, le féticheur lui dit, là où on est arrivé, là, tu ne peux plus te retourner. Tu ne peux plus faire demi-tour. Tu ne peux plus renoncer à quoi que ce soit. Donc, elle commence à trembler, la peur. Et elle a arrêté. Ils sont mis devant une tombe. Une vieille tombe, d'après ce qu'elle a dit. Et le monsieur lui dit, bon, je vais faire mes incantations. Tout ça là, tu restes tranquille. Tu ne te retournes pas. Tu restes, arrête-toi là et ne te retourne pas. Donc elle était en face de la tombe, comme lui. Et puis comme si elle parlait comment on dit même, aux morts. Donc il prend son tableau de marabout là. Il prend ça, il commence à faire des incantations. Il fait des incantations et il appelle. En Djoula, enfin en langue, comment on dit même, malinké, il appelle le mort, enfin il appelle son soi-disant maître. Parce qu'il appelle le mort là son maître. Il appelle, il a appelé 3 fois. Et puis, quand elle dit qu'elle a entendu Namou, Namou ça veut dire oui, en malinké. Quand elle a entendu Namou, elle a fait tout sur elle. Elle a eu tellement peur qu'elle a pissé, elle a fait tout sur elle. Il lui a dit, tu ne peux pas te retourner. Si tu te retournes là, que tu commences à courir, tu vas mourir. Donc tu restes tranquille. Elle est restée tranquille. Donc le mort qui lui demande, mais qui me dérange? Qui est venu me déranger? Que pardon, on n'est pas venu te déranger. On est venu te demander de l'aide. Ah bon, c'est pourquoi? Et donc elle commence à dire, à la voix tremblante, elle commence à dire, à raconter ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, tous ses vœux, elle dit. Et le mort qui lui dit, j'ai compris, tu es exaucé. Donc je ne sais pas, ils sont rentrés dans la tombe, ils ont pris des choses là-bas et puis ils sont ressortis. C'est pas c'est ce que le mort d'après eux a donné. Ils sont ressortis. Donc ça va ce qu'il a donné là. Ils sont partis. Ils ont repris la route. Et elle dit, il entendait toutes sortes de bruits, toutes sortes de voix. Une fois que le mort a parlé, c'est comme si son esprit était ouvert. Elle entendait tout. Elle entendait tout. Donc elle part. Elle commence à vraiment être tremblée sur elle. Elles sont arrivées au village, ils l'ont lavé, ils lui ont fait les prières, on l'a lavé, on a fait les incantations. Et puis elle est partie. Quand elle est partie au village, de là, sans dire à personne, elle n'a dit à personne là-bas ce qu'elle allait faire. Elle a dit seulement à une seule personne, besoin qu'il l'a accompagnée seulement. Et puis elle est retournée en ville, à Abidjan. Quand elle est venue sur Abidjan, ça n'a même pas fait 2 jours, le monsieur est devenu fou d'elle. Il l'appelle. Il est tout le temps là, tout le temps présent, jusqu'à ce que ces femmes soient au courant de la relation et qu'ils soient obligés, enfin, d'exposer la relation. Il a épousé
il a épousé, selon les rites de l'islam, il a épousé. Quand il a épousé, il a mis toutes ses affaires dans sa main. Donc elle avait toutes les affaires dans la main du monsieur. Elle construisait ses immeubles. Elle était devenue comme la gestionnaire du monsieur. Elle est devenue, celle dont je parle aujourd'hui là, elle est milliardaire. Elle a des immeubles, elle a des maisons. Et le seul inconvénient dans ce truc-là, c'est que chaque 7 ans, elle va pour faire un renouvellement. Si elle oublie qu'elle ne fait pas de renouvellement, quand elle dit renouvellement, c'est-à-dire qu'elle va dire merci. Je ne sais pas quel don, mais qu'est-ce que ça va donner, mais c'est qu'elle elle va faire des renouvellements. Et chaque 7 ans, elle s'en va faire des renouvellements. Cette femme-là, elle est multimillionnaire, elle a tellement d'argent. C'est pas quelque chose qui est bon parce qu'il y a forcément un inconvénient. Quand ils font ça, il y a forcément quelque chose qu'ils ont pris. Et elle m'a dit que cette nuit-là, elle ne l'a pas oublié. Ça l'a hanté pendant longtemps parce que les mots qui parlaient, tout ça là, elle l'a fait combien de temps? Elle n'avait pas dormi. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas, qui est pas bon pour la suite. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais raconter comme histoire. La prochaine fois, je vous raconterai j'ai d'autres histoires encore à vous raconter. Abonnez-vous, activez la cloche si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, mes frères et sœurs. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que moi, c'est vraiment choqué. Hein?